Allô tout le monde! Salut Manu! Ça va Allô, bien? allô! Premièrement, on est vraiment super content de te recevoir aujourd'hui parce que forcé d'admettre là, que de mettre ton calendrier sur notre calendrier, en fait, c'est plus ton calendrier sur notre calendrier relevait d'un défi. Puis hier, tu nous as dit que tu avais un petit espace pour nous, puis on était bien heureux que le studio soit disponible pour pouvoir te prendre. Donc, Manu, explorateur sous-marin, caméraman, photographe, tout ça à la fois. Je te laisse te présenter. Ouais, je suis super excité d'être avec vous. Je trouve ça vraiment cool que ça ait marché. Et dans le fond, c'est ça. Je suis, on va dire, caméraman sous-marin, explorateur, tu sais, un petit peu, mais c'est pas ce qui définit le plus mon activité professionnelle. Et du coup, pour être caméraman sous-marin, je suis scaphandrier aussi, plongeur commercial. Et c'est ça, je vis là depuis 1 an entre le Québec et la France. Ça faisait 12 ans que j'étais à temps plein ici. Puis là, pour les mandats que j'ai, ça me fait travailler un peu 50-50. Et comme on a eu un petit bébé, on s'est dit qu'on allait se rapprocher des grands-parents côté français, qui ont un bateau, qui vont pouvoir partager la culture maritime avec mon enfant. C'était super important pour moi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé mon aventure dans la plongée. Donc, je souhaitais ça aussi pour mes enfants. Ouais. Malade. C'est tout. Fait que merci. Voilà. On est content de t'avoir rencontré. Bonne soirée. Mais on veut en savoir plus. Justement, tu as dit que tu as été pendant 12 ans ici au Québec. Ouais. Comment tu trouves ça, les plongées ici au Québec versus ce que tu es habitué en Europe? Écoute, quand je suis arrivé, j'ai passé mon Open, en fait, 1 ou 2 ans après être arrivé ici. Je plongeais pas encore réellement beaucoup en bouteille. Puis tu sais, la plongée en France, c'est un peu différent avec la Fédération française. C'est très différent de la notion d'agence de plongée ailleurs dans le monde. Là, on a comme la petite particularité que ce soit géré d'une autre manière. Moi, j'étais vraiment apnéiste à la base. C'est ça, dans ma famille, tu sais, tout le monde fait de l'apnée depuis très très jeune, de la chasse sous-marine. Puis mon père est d'origine espagnole, donc j'ai partagé mon enfance entre la région de Valence en Espagne, puis la Manche en Normandie. C'est un gros contraste de conditions d'eau, tu sais, Méditerranée, des plongées super faciles avec pas de courant de marée ou quoi que ce soit, versus la Manche où tu peux faire de la plongée grosso modo qu'1 heure par jour au moment de l'étale des marées, puis le reste du temps c'est assez chaotique, puis les conditions de mer sont très souvent, on fait du surf, donc ça veut dire que pour la plongée c'est quand même ça moins brasse, c'est ça là. Mais quand je suis arrivé au Québec sur l'apnée, au début tout le monde me disait tu vas voir, c'est comme pas top là, c'était pas trop pour ça que je venais au Québec là, je venais pour finir mes études, puis je faisais du sport à haut niveau, puis c'est ça qui m'a amené ici à ce moment-là. Et je faisais ça sur mon temps off. Puis c'est vrai qu'à Québec, je suis arrivé à Québec d'abord pendant 5 ans. J'avais plus de misère à trouver des spots faciles. Donc j'ai commencé à explorer un petit peu, aller au pied des chutes de la Chaudière ou des chutes Montmorency, des endroits où tu n'as pas toujours le droit d'aller. Mais juste avec mon masque et mon tuba, puis regarder un peu tout ça. Et finalement, je trouvais que tout ce qu'on me disait de « tu sais, c'est compliqué, si tu veux faire de l'apnée au Québec, c'est surtout en piscine, en milieu naturel, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est sécuritaire, mais surtout où tu vois quelque chose. » Puis moi, la visibilité, elle me choquait pas, parce qu'en Manche, c'est ça, quand je tends mon bras, si je vois ma main, c'est une bonne visibilité. Donc, j'étais pas difficile à... Puis je m'émerveille beaucoup de tout sous l'eau. Mais ce que j'ai trippé, en fait, c'est le côté exploration. Il y a tellement de spots et pas nécessairement beaucoup de gens qui y vont, tu sais. Et après, tu commences à rencontrer des gens, puis les gens te voient aller dans l'eau à des endroits, puis te disent j'ai déjà plongé aussi ailleurs, ils commencent à te donner des spots. Moi, ce qui m'a vraiment marqué de mes premières années ici, c'est vraiment le côté communauté, puis l'ambiance. En France, les gens ils te voient aller plonger, presque tout le monde plonge, t'es genre ok, bon bah tu plonges, t'es juste un plongeur de plus. Ici, comme c'est une activité un peu plus marginal. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment moins de pratiquants sur la population qu'on est. Je voyais vraiment le contact super facile de même les pêcheurs, ils viennent te parler puis ils disent tu devrais aller là-bas, souvent il y a beaucoup de poissons, puis la facilité d'approche puis de créer du lien, en fait moi j'ai trouvé ça super humain, puis vraiment mes premiers amis au Québec, c'est comme ça que je les ai rencontrés, donc c'était super important. Puis quand j'ai commencé la plongée bouteille, j'étais déjà rendu à Montréal. Et il y avait la carrière Kanawake qui était à côté, donc c'est mes premières plongées ici. C'est sûr que au début, moi, je m'émerveille de tout, donc je trouvais ça vraiment incroyable. Mais quand j'ai fait mes premières plongées dans le fleuve, que ce soit en Ontario ou un peu plus proche aussi au Québec, c'est là vraiment que je me suis aperçu de toutes les choses incroyables qu'on a sous l'eau,
qui sont pas nécessairement faciles à aller voir toujours, tu sais, puis que si tu veux vraiment faire ça de façon sécuritaire, ça demande beaucoup de logistique, puis ou juste de connaître les bonnes personnes, parce que c'est sûr qu'une fois que tu connais une shop qui fait ça de la bonne façon, puis qui t'emmène où il faut quand il faut, en fait ça devient très très facile. Quand tu fais ça un peu plus tout seul, c'est moins évident, donc c'est pour ça que l'esprit de communauté, je le comprends aussi, il est comme un peu indispensable. Je me suis rendu compte que on en parlait très peu de toute cette richesse-là. Puis ça, c'est venu aussi avec mon boulot au petit à petit, tu sais, quand j'ai commencé à avoir des mandats, surtout en vidéo sous-marine ici, dans des endroits où par défaut, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gens qui allaient plonger pour montrer des choses qui étaient moins discutées, puis moins racontées. C'est là que je me suis rendu compte que c'était indispensable, tu sais, comme plonger dans le centre-ville de Montréal, là, dans les bassins, dans le canal de la Chine, dans des endroits comme ça. Et à chaque fois, les gens ils me disent « Ah, mais tu sais, il doit rien y avoir à part des vélos qui ont été jetés là, puis des trucs comme ça. » Puis à chaque fois, je suis épaté du nombre de poissons que tu vois, de la diversité des espèces de poissons, tu sais, qu'on n'a pas énormément partout dans le monde, là, quand tu croises des esturgeons, tu sais, des masquinongés, il y a beaucoup d'espèces qui sont quand même un peu, pas endémiques, mais qui se retrouvent pas n'importe où. C'est quand même une chance de les avoir ici. Puis moi, ça m'émerveillait à quel point c'était rendu facile avec le temps, tu sais, de vivre ça, là, à côté de la maison. Ton premier mandat, parce que là, tu dis que tu étais ici pour les sports de haut niveau et tout ça. Ouais. Tu faisais beaucoup d'apnée. Ton premier mandat, t'en souviens-tu? Ouais, alors Quelqu'un mon premier qui cogne à la vrai porte et qui dit, mandat, tu sais, de photo sous-marine, c'était un super photographe à Montréal qui faisait des portraits de personnalités publiques, politiques, etc. Puis ce monsieur-là m'a appelé pour... il faisait un shooting au Centre Épique, qui est un centre sportif associé à un institut de cardiologie. Tu sais, c'est vraiment comme à l'intérieur de l'hôpital, finalement. Puis, il faisait une séance photo pour ça, et il fallait faire des photos sous l'eau. Lui, il n'était pas équipé pour, donc il m'avait dit, écoute, si tu veux venir... donc, c'était voir des madames qui faisaient du trampoline puis du vélo dans l'eau, tu sais. On est loin d'aller voir des phoques au Groenland ou quoi que ce soit, là, mais en fait, j'ai vraiment tripé, puis c'est là, tu sais, que ça a vraiment pris son sens de faire ça, parce que je le faisais en apnée. C'était des très longues apnées. Je faisais des 3-4 minutes pour faire ces photos-là, parce que je voulais avoir le bon angle, je voulais avoir le bon éclairage, etc. Puis c'est là que je me suis dit, en fait, c'est quand même une très bonne qualité que je sois devenu bon avec le temps dans l'apnée, que je me sois beaucoup pratiqué, parce que là, ça me permet réellement de travailler et de faire la job. Puis tu sais, de faire une job que j'aurais pu faire en plongée bouteille, mais ça aurait été super compliqué de ramener tout le stock ici. Ça aurait été une logistique de plus, etc. Donc c'est vraiment ça qui a été mes premiers contrats. Avant ça, mes contrats au Québec, c'était vraiment des contrats haute montagne, tu sais, de sport extrême, aller suivre d'autres sportifs avec mes capacités de sportif terrestre, on va dire, ou de haute montagne, de choses comme ça. Puis à partir de là, ça a été petit à petit. Aujourd'hui, c'est 95-98% de mes tournages, c'est de l'aquatique et du sous-marin. Là. J'ai plus vraiment de contrat autre que travailler dans l'eau ou à côté de l'eau. Donc, ça ressemble à quoi, ce que tu fais sous l'eau? Tu sais, je veux dire, concrètement, ton travail, on sait que c'est caméraman, là, mais décris-nous donc ça. Écoute, aujourd'hui, grosso modo, on peut splitter un peu mon année en deux. Là. De façon majoritaire, je travaille en archéologie sous-marine en France, avec le DRASM, qui est le département de recherche archéologique et sous-marin français. Donc, c'est le ministère de la Culture qui gère ça. Puis, on a la chance en France d'avoir une flotte océanographique, vraiment de bateaux dédiés à l'archéologie. On est le seul autre pays que les États-Unis à avoir ça. On a des bateaux de recherche pour la biologie, pour tout ça, mais on a vraiment des bateaux qui ne font que de l'archéo. Donc, on arrive à rassembler un peu les pays européens autour de nous, puis avoir des experts qui viennent sur les bateaux, faire des missions pour d'autres pays. Donc là, on a fait des missions, par exemple, dans mes derniers mandats un peu internationaux que j'ai fait avec eux. On a fait quelque chose pour l'UNESCO il y a 2 ans en Méditerranée avec tous les plus grands archéologues italiens, espagnols, croates, tunisiens, marocains. Donc c'était vraiment un plaisir incroyable, là, puis des découvertes qui sont vraiment folles. Donc là, je fais de la plongée pour eux, mais quand tu es sur des espaces comme ça, en fait, tu es sur un bateau pendant 3 semaines qui est fermé. Tu sais, genre, tu es en pleine mer, tu reviens pas vraiment à terre. Donc, tu te retrouves à devoir dealer avec une espèce de manque d'espace qui fait que tu peux pas emmener quelqu'un pour faire le son, tu peux pas emmener un caméraman terrestre, un pilote de drone. Donc, il faut vraiment que tu sois un peu le couteau suisse de l'expédition. Donc, pour ces missions-là, je me retrouve à tout faire. Le côté sous-marin, mais tout le reste aussi. Donc, finalement, le côté sous-marin, c'est peut-être
30% de ma job, mais il faut que ce 30%-là, il soit quand même de la qualité de la hauteur de la mission. Là, c'était pour des gros documentaires sur des grosses chaînes françaises. Puis après, l'autre partie de mon année, c'est vraiment plus de la plongée en Amérique du Nord, plongée, on dit en conditions polaires, mais en fait, ça peut être en centre-ville de Québec au mois de janvier, là, c'est des conditions polaires pareilles. Mais mon autre spécialité, c'est vraiment la plongée sous glace, puis la condition en eau froide. Donc c'est ça, je partage ma vie un petit peu entre les deux. Puis en eau froide et en conditions polaires, le type de mandat que je vais avoir, ça peut être pour des documentaires, ça peut être pour de la banque d'images. Ça m'arrive, comme cette année-là, je suis là en ce moment parce que je suis venu tourner des images qu'on a déjà en commande pour des productions, etc. Là, par exemple, on devait faire du 360 pour pouvoir présenter dans des casques VR, que ce soit à l'Aquarium du Québec, que ce soit au Biodôme, ce type-là de clientèle avec qui je collabore depuis longtemps. Puis après, il y a tout ce qui est un peu plus, pas saisonnier, mais à l'inverse, on m'appelle le dimanche matin pour me dire hey, écoute, il faudrait que demain tu sois à tel endroit dans le monde pour un tournage. C'est plus souvent comme ça que ça fonctionne pour les grosses productions, contrairement à ce qu'on s'imagine. Netflix, c'est rare qu'ils t'appellent 2 ans avant. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Là, à chaque fois, c'était la veille pour le lendemain. Genre, OK, il faut que tu sois au Groenland dans 10 heures. Puis c'est ça. Bon courage. Mais ça ressemble à ça. Ouais. Tantôt, je vous ai dit un peu dans ma tête, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quelqu'un qui a envie de faire ça, là, qui dit demain matin, là, qui appelle à la boutique, hey, moi, là, j'ai envie de devenir un caméraman sous-marin, hein, parce que ça a l'air d'être la job du siècle. Hein? Il est sous l'eau, il fait des images extraordinaires. Qu'est-ce que ça prend? Écoute, ma réponse spontanée, puis je vais te faire la réponse en 2 temps, c'est, écoute, c'est génial, c'est ultra dur, ça va te prendre beaucoup de temps avant de réussir à gagner ta vie avec ça, puis c'est pas du tout sûr que tu y arrives puis que ça fonctionne, mais lâche pas, accroche-toi, puis si c'est vraiment ça ton rêve, puis ça que tu as envie, puis que tu le fais pour les bonnes raisons, parce que ce job-là, on s'entend que tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pas pour la notoriété de quoi que ce soit, tu le fais parce que tu tripes, puis parce que je pense qu'il faut que tu sois curieux de ce que tu fais, là, sinon ça fonctionnera pas. Il y a le côté légal des formations que ça prend, puis ça, c'est partout sur la Terre, de la même façon que ce soit en France, que ce soit au Canada, faut que tu sois plongeur commercial. Donc c'est vraiment différent que plongeur récréatif, que ce soit plongeur technique. Tu peux être un super plongeur recycleur caverne, puis avoir fait ça dans les 20 dernières années. Si tu vas pas chercher le petit cours commercial, donc au Canada, c'est le DCBC qui gère ça. C'est eux qui gèrent la plongée scaphandrier, etc. Et tu n'es pas obligé d'être plongeur scaphandrier comme moi avec le casque, etc. Tu peux faire maintenant à Rimouski une formation un petit peu plus courte qui ne te permettra pas de faire de la soudure sous-marine. Hein. Là, c'est vraiment plus proche de notre métier de faire de la vidéo sous-marine, de l'aquaculture, des choses comme ça. Ça va te prendre cette formation-là pour être légal, avoir tes assurances. Puis, veux pas, on travaille sous l'eau, donc ça devient juste un moyen. La plongée, c'est plus une fin en soi comme en plongée récréatif où, oui, tu vas aller voir une épave, tu vas aller voir des animaux, mais la plongée reste, tu fais la plongée pour la plongée. Là, nous, c'est un peu comme, je compare toujours ça à prendre sa voiture le matin pour aller au travail. Nous, la plongée, c'est ce moyen-là. Ça nous permet d'aller travailler. C'est pas le travail en tant que tel. En France, c'est pareil. Il y a d'autres cursus qui sont un petit peu plus longs, un petit peu plus dispendieux, mais qui sont super bien aussi, que je peux que conseiller à quelqu'un qui voudrait le faire. Après, ce qui est compliqué avec ce métier-là, quand tu te lances, c'est qu'il n'y a pas d'école où tu as tout. Tu as le volet vidéo, le volet plongée, le volet... Aujourd'hui, je ne suis pas du tout scientifique, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas biologiste, mais forcément, j'ai un gros bagage de tout ça parce que mes clients, c'est ce qu'ils attendent de moi aussi. Un client qui me pitch sur une épave et qui me dit hey, je voudrais que tu me fasses une photogrammétrie de la chaudière. Et moi, je suis pas archéologue, mais il faut que je sache c'est quoi une chaudière, où est-ce que je la trouve, puis comment je fais ma photogrammétrie. Ou mon client qui va me dire hey, écoute, aujourd'hui, on va aller filmer les phoques communs. Si je passe 2 heures à filmer les phoques du Groenland, c'est ça, là, ça fonctionnera pas. Là. Donc, tu finis par... Puis ça, c'est que le temps, c'est que l'expérience. Il faut pas que ça fasse peur à quelqu'un de se lancer là-dedans à cause de ça. Mais si tu n'as pas la curiosité et que du coup, tu n'iras pas faire ces recherches-là, puis que tu prendras pas cette expérience-là, d'après moi, tu fais pas le bon choix de carrière, là, définitivement. Après, il y a le côté vie de famille aussi, qui n'est pas toujours facile. Là, ça va faire 1 mois que je suis loin de ma petite fille, qui a 1 an et 3 mois. Puis je suis comme, OK, je manque des gros moments de vie. Elle a commencé à marcher quand je suis parti. Là, elle court vraiment bien. Puis je suis comme,
moi, ça me va. On a fait ce choix-là avec ma femme, puis on était tous les deux super conscients de ça. Mais je pense qu'il faut y penser aussi avant de s'embarquer dans des métiers comme ça. Puis, moi, je pense qu'avoir un bon partenaire de vie, je sais que j'aurais pas pu faire ce métier-là tout seul pour plein de raisons. Je suis dysorthographique, je fais plein de fautes d'orthographe. Donc, quand tu es ton propre patron puis que tu dois gérer... notre métier, c'est pas juste être dans l'eau. On gère toutes les relations clients, on fait le démarchage, aller trouver des nouveaux clients. C'est presque ce qui me prend plus de temps que le montage, etc. Je suis pas tant souvent dans l'eau que ça. C'est sûr que je plonge plus que la moyenne, mais les gens souvent ils voient mes photos sur Instagram et puis sur Facebook, puis ils me disent Manu, t'es tout le temps dans l'eau, c'est malade ce que tu fais et tout. Puis je suis comme non, tu sais, il y a le côté bureau un peu plus plate, gérer les assurances, puis mon rapport d'impôt, puis tu sais, genre faut être réaliste aussi, là, c'est un métier, c'est pas juste je vais plonger le week-end puis j'ai que du fun. Mais ouais, il n'y a pas un gros marché, il n'y a pas full de contrats. Mais je pense que quelqu'un qui est ultra déterminé puis que ça gêne pas, qui est prêt à accepter ces côtés-là un peu plus... c'est un métier qui est incroyable. On voit des choses, on vit des choses sous l'eau qui sont... Je le sais, qui sont un peu exceptionnelles. Dans les 2-3 dernières années, j'ai eu la chance d'aller en Méditerranée plein de fois dans des endroits en haute mer où tu peux pas y aller avec ton Zodiac la fin de semaine, ou aller en mer Rouge, tous les endroits que j'avais un peu rêvé d'aller, j'ai fini par les faire. Donc je suis très reconnaissant de... mais c'est sûr que ça prend le travail derrière. Ouais. Oui, absolument. C'est quoi le plus beau ou gros projet que tu as fait jusqu'à maintenant? Écoute, c'est difficile parce que y a des projets qui me tiennent énormément à cœur puis que j'ai vraiment trippé, qui ont été bénévoles. Comme un peu tout ce que je fais avec la mission de Milton. Puis tu sais, j'espère que j'aurai la chance de t'en reparler. Parce qu'après, je jase, puis il faut m'arrêter. Là, je suis vraiment en mode français. Puis pour ça, j'essaye de me gérer depuis tout à l'heure, de ne pas partir trop dans tous les sens. Mais après, dans les projets, tu sais, vraiment travail payant, mes projets avec le Drasme en France sur les bateaux de recherche, ce qui est incroyable, c'est que tu rencontres des gens qui ont des niveaux de connaissances incroyables dans des domaines très spécifiques. On travaille avec un roboticien qui est un des plus grands roboticiens en Europe, qui fabrique lui-même les ROV, donc les espèces de drones sous-marins qu'on envoie. Puis lui, il a fabriqué, on l'appelle le papa d'Arthur, là, le ROV s'appelle Arthur, puis ce drone-là, il l'envoie à 2000-2500 mètres sous l'eau. Donc c'est des endroits où tu sais que tu n'iras jamais de toute ta vie. Puis il remonte des pièces archéologiques qui sont là depuis plus de 2000 ans. Puis moi, à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'avoir la petite larme sur le bateau, d'être comme c'est. Puis je vois tous les archéologues qui sont comme OK, bah tu sais, ouais, un vase de plus. Et à chaque fois, je suis comme OK, je pense que dans 30 ans, j'aurai moins ce petit côté-là. Mais moi qui m'émerveille pour pas grand-chose sous l'eau, là, c'est des moments de partage aussi, parce que bah, ces gens-là, je pense que ça fait aussi un peu partie de l'obligation quand tu fais cette job-là, d'avoir un contact facile. Puis moi, j'ai beaucoup de caractère dans ma vie perso, avec mes amis, ma famille, etc. Je pense qu'il faut vraiment savoir ne plus l'avoir quand tu es sur des contrats comme ça, parce que tu es sur un bateau où tout est fermé, ou même en expédition sur la banquise pendant 3 semaines avec juste ton traîneau puis ton équipe, ou même avec Steph quand on a été en Gaspésie, bah, tu es dans le même chalet avec tout le monde pendant une semaine. Si y a quelqu'un qui commence à mettre une moins bonne énergie, qui commence à dégager de quoi on l'a vécu sur le bateau une année, puis il y a une personne qui était moins cool, ça a vraiment dégradé l'ambiance générale. Puis c'est con parce que tu es avec des gens qui sont incroyables, tu as tout à apprendre d'eux, donc tu n'as rien à y gagner à être comme ça. Mais des fois, je comprends que pour certaines personnes, vivre l'isolement, vivre le fait d'être en haute mer, tu partages ta cabine, tu n'as aucun moment pour toi tout seul, tu es vraiment sous pression parce que la job de tout le monde impacte la job de tout le reste. C'est genre, si le capitaine il fait mal sa job, c'est autant important que le pilote de robot, que le simple marin qui a une job qui est... tout le monde se dira, il fait pas grand chose, mais non, c'est lui qui accroche le robot, c'est lui qui le remonte, si le gars il se loupe, le robot a 8 millions, là, bye. Donc finalement, la job de tout le monde est sous pression, puis moi j'ai adoré le partage, puis j'ai appris tellement de choses, c'était mon rêve, là, j'ai toujours été passionné des documentaires, puis d'apprendre, et je savais que d'aller le vivre, ça devait être complètement autre chose, puis là c'était vraiment le cas, là. Ouais. Manu, tu parles de haute mer, tu parles de bateau, puis cet été, quand on était ensemble, tu m'as conté une histoire de naufrage, puis j'aimerais ça que tu nous la partages. J'ai pas envie de te demander la pire situation que tu as vécue dans ta job, je la sais déjà. Puis j'ai écouté les 2 épisodes qui sont sortis pour l'instant, puis t'en parlais, puis ça m'a vraiment marqué quand t'en parlais, parce que moi, c'est un peu comme ça que je me sens avec ces expériences-là. Tu disais que toi, ça t'impressionnait pas, puis tu trouvais pas ça hot
les gens qui avaient vécu vraiment des gros problèmes en plongée, puis tu sais, qui s'en vantaient un peu, puis qui mettaient, ou en tout cas, tu sais, que souvent les gens trouvaient ça hot. Puis je suis d'accord avec toi, tu sais, moi je vis plutôt que ça, pas comme une honte, tu sais, parce que je pense que d'en parler aussi, tu brises un tabou, puis tu viens vraiment miser sur la sécurité, puis que ce soit en plongée pro ou en plongée récréative, c'est exactement la même chose. Tu sais, tous les retours d'expérience, là, la plongée que tu parles, en fait, il n'y a pas eu de plongée. On n'a pas eu le temps, on s'est rendu dans l'eau. On s'est rendu dans l'eau un peu trop vite. C'était une plongée récréative. C'était moi dans un contexte pro parce que je venais faire des images pour un documentaire, mais j'étais avec 2 personnes qui étaient eux dans un cadre récréatif. Tu sais, donc cette erreur-là, tout le monde peut la vivre n'importe quand, que ce soit en France ou ici. En fait, on était sur un petit bateau qui faisait 5 mètres 70. En France, quand tu dépasses une certaine distance des côtes, tu es obligé d'avoir un bateau qui a un navire de sauvetage à bord, la sécurité devient beaucoup plus exigeante. Puis là, on était vraiment au large des côtes. On était à 16 000 nautiques, donc on est quand même un peu loin de tout. En Manche, à 16 000 nautiques, tu vois déjà beaucoup moins de chalutiers. Les bateaux de pêche, souvent, restent un peu plus proches des côtes. T'es pas assez dans le milieu de la Manche pour voir les gros bateaux de commerce passer ou les ferries, etc. Donc, t'es dans une espèce de zone où il n'y a personne. Twilight Zone. C'est ça. T'es un peu tout seul là. Et dans le fond, on allait sur une épave de la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. C'était au large de Fécamp. Et les 2 personnes avec qui j'étais, c'est des archéologues, mais des archéologues qui font ça sur leur temps libre. C'est pas des professionnels. Ils sont subventionnés par l'État en France, mais ça permet de faire beaucoup plus de recherches parce qu'il y a un patrimoine qui est trop grand en France pour qu'on puisse avoir que des professionnels, ça coûterait trop cher. Donc en fait, on subventionne des associations qui font ça. Et eux, c'est une super association normande qui font ça depuis longtemps, qui sont très reconnus dans ce qu'ils font. Et là, le gars avait un nouveau bateau. Et le bateau, moi, je n'avais jamais vu ça. À l'arrière, là où tu as le moteur hors bord qui s'accroche, il n'y avait pas de panneau. Le bateau était ouvert. Ça veut dire que l'eau rentrait et ressortait à l'arrière. Il y avait juste une coque normale partout, sauf là. C'était pas un Zodiac, c'était vraiment un tout rigide, une coque alu. Et il me disait, bah non, mais tu sais, la coque est étanche, donc à partir de là, le bateau, il va toujours flotter, tu sais, il peut rien arriver, quoi. Donc moi, tu sais, j'ai confiance, c'était en 2019, donc j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, donc tu sais, tu te poses pas de questions, t'embarques, et puis c'est ça, la mer était belle. Et donc, on commence à se préparer, puis sur ces épaves-là, en fait, comme il y a toute la problématique de courant, c'est très dur de trouver l'épave parce que tu es au milieu de l'eau avec juste un point, il n'y a pas de bouée, donc tu n'es pas sûr de où aller, donc tu la repères au sondeur. Puis comment on fait habituellement en Manche, ce qui n'est pas nécessairement la façon la plus sécuritaire, mais c'est comme ça que c'est fait en général. Il y a un plongeur qui s'équipe, qui plonge avec une corde, l'ancre et la bouée. Il va sur l'épave, il met la corde, il renvoie son parachute en surface et là, le bateau s'accroche. Ça veut dire que tout ce temps-là, le bateau, il dérive, on n'est pas exactement au-dessus de l'épave et tout, mais ça permet d'être sûr qu'après, on soit vraiment ancré dessus. Ça évite que si la mer se lève avec le courant, il emmène le bateau, l'ancre va juste traîner dans le sable et puis qu'on se rende nulle part. Le gars est en train de se préparer à l'arrière du bateau. Mon collègue va l'aider. Et là, le bateau, il commence à tranquillement pencher. L'eau commence à rentrer beaucoup plus de ce côté-là. Et là, il y a un effet d'inertie. Là. L'eau rentre de plus en plus. Le bateau se retourne, puis tout d'un coup. C'est on est tous projetés, etc. Moi, ça m'était jamais vraiment arrivé parce que ça t'arrive pas tous les matins. Donc, mon caisson étanche avec ma caméra qui coûte à peu près 20 000 pièces avec mes lampes et tout, est pas accroché dans le bateau. Il est juste posé par terre avec toutes les affaires. Depuis, c'est pour ça que cet été, tu m'as vu consciencieusement accrocher mon caisson au Zodiac systématiquement. Même s'il n'y a aucune chance qu'on retourne le Zodiac de Nautilus, a priori. Mais, on sait jamais. C'est ça. Maintenant, une fois et pas 2. Et donc, on se retrouve tous projetés. Le bateau, le problème, c'est qu'il n'est pas accroché nulle part. Donc, on sait qu'avec le courant de marée, on va très vite dériver. On ne voit pas la côte, on ne sait pas trop où on est, etc. Donc là, on commence par gérer les urgences. Je vois une grosse veste traîner en surface, donc je récupère la veste. C'était une veste un peu de construction, fluo. Donc je me dis, ça peut servir, on ne sait jamais. Et là, je me rends compte que, en fait, les 2 gars, il y en avait qu'un qui avait son dry de fermé, l'autre avait son dry d'ouvert. Et là, je commence à le voir boire tranquillement la tasse. Donc, j'essaie de le récupérer, de le jeter sur ce qui est resté de la coque, là, ce qui dépassait encore de l'eau. Donc, le bateau flotte, il coule pas, il reste à la surface, mais il n'est pas du bon bord. Donc, je mets le gars sur le bateau. Tout le monde est un peu déboussolé, sauf que là, je comprends que sur l'adrénaline, j'avais déjà vécu des situations de gros risques et de gros stress en haute montagne.
Et là, je sais qu'on n'a pas 2 minutes de réflexion. C'est maintenant qu'il faut faire les choses parce que sinon, on est dans la merde. Donc le gars, au moment où le bateau s'est retourné, l'ancre est partie sur l'épave, puis la bouée est restée en surface. Donc on a la chance d'avoir un point de repère fixe dans le paysage. Donc là, je leur dis, il faut absolument que tu fermes ton dry, qu'on attrape le bateau, puis qu'on le pousse jusqu'à la bouée pour s'accrocher. Parce que si on dérive, on ne saura jamais où on va dériver. Si quelqu'un, à un moment, sait qu'on a eu une bad luck, ils vont envoyer des secours, ils ne nous retrouveront pas si on n'est plus là où on est supposé être. Donc, on essaye de faire ça à contre-courant, pousser le bateau, etc. Pas de palme, tu sais, donc il y a toute la complexité de... Puis là, les gars sont comme complètement un peu tétanisés, tu sais, un peu déboussolés, mais en même temps, ils sont dans le gros déni de dire que vraiment, on est dans une situation où moi, j'ai le feeling qu'on pourrait mourir à cause de cette erreur-là. C'est genre, on est au milieu de rien. Si l'hélico, il ne nous retrouve pas ou qu'on n'arrive pas à envoyer un signal de secours, ils vont l'envoyer que le lendemain, on aura passé la nuit en mer. En tout cas, ça peut très vite mal... c'est ça, t'es pas dans une bonne situation. Donc, je dis au gars, écoute, on décroche le moteur de ton Zodiac, il va prendre de le fond, puis ça va nous aider à essayer de le remettre droit, là, ton bateau. Là. Les gars, ils veulent pas, ils sont comme, mais non, n'importe quoi, quand on va nous retrouver, on va pouvoir réparer le bateau et tout. Je suis comme, t'as pas compris, là on joue pour notre sécurité. Là. Puis ça a été de dealer un peu avec ça, avec eux tout le long. Puis eux, c'est des vieux de la vieille, donc tu sais, tu veux pas t'obstiner avec des gars de 60 ans qui vont en mer depuis toujours, mais en même temps, t'es comme, non, mais tu sais, c'est ma survie aussi, il faut que je pense aussi à ce qui me semble être les bons réflexes. Finalement, au bout de 2-3 heures, on arrive à ouvrir un des coffres sous le bateau, parce que la problématique, c'est qu'avec le retournement, tous les coffres, ils sont plaqués avec la bulle d'air dedans, donc tu peux rien rouvrir. On essaye, en accrochant les stabs, de retourner le bateau en faisant, tu sais, comme avec des bouées de levage ou quoi que ce soit. Le bateau, il est collé vraiment, en fait, avec la bulle d'air qui est dessous. On peut plus du tout le flipper. La succion. Exactement, il n'y a plus rien à faire. Puis c'est ça, au bout de 2 heures, 2 ou 3 heures, on arrive à ouvrir un petit coffre avec une petite boîte dans laquelle il y a un téléphone cellulaire. Donc là, tu as un petit soupir de « Ok, ça pourrait mieux aller éventuellement ». 3 fusées de détresse. Donc là, c'est vraiment le bon coup. Et tu vois, dans les erreurs, il y avait beaucoup d'erreurs qui ont été faites, mais le bateau, a priori, n'était vraiment pas fait pour ça, déjà. L'autre gros erreur qu'on avait fait, c'est que la VHF, elle était fixée, la radio est fixée sur la console. Ça veut dire qu'une fois que le bateau est retourné, la radio, elle est dessous, tu peux plus t'en servir. C'était pas une radio portable accrochée au gilet de sauvetage, puis tu l'as tout le temps sur toi, même si jamais toi tu drops du bateau, tu l'as encore, tu es encore capable d'appeler qui que ce soit. On regarde sur le téléphone, rien, aucun signal, même pas de SOS, là, vraiment rien pogne. Donc on leur met dans la boîte, les gars me disent « Ok, on va tirer des fusées ». Et puis je leur dis « Non mais les gars, on est en pleine journée, il n'y a personne autour, s'il y avait du monde, on le verrait. Si on tire nos fusées maintenant... Donc moi, mon plan de match, c'était de commencer à les tirer à partir de 21h, 22h. Potentiellement, quand les familles commenceraient à s'inquiéter, à se dire « Ils ne sont pas rentrés, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles ». On avait des copains qui savaient par chance sur quelle épave on était, donc les familles on pourront donner le point GPS potentiellement. Donc mon plan de match, c'était de tirer une fusée aux 3-4 heures toute la nuit, quoi, grosso modo, pour essayer de couvrir un max de temps, ou si on entendait un hélico ou quoi que ce soit. On apprend en navigation, c'est à vue. Quand un bateau, un hélico, un avion, à vue, là, tu utilises les fusées de détresse. Fait que ton réflexe était bon. Là. Ouais. Puis finalement, au bout de un bon gros 4 heures, la marée s'inverse. Le bateau commence à tirer vraiment fort sur le boot, qui n'avait vraiment pas la bonne longueur. Ça, c'est une autre grosse erreur. On avait 40 mètres de fond, puis il restait 5 mètres de boot. Okay. Alors que normalement, tu as la règle du 1/3 de la distance en surface. Donc ça, c'était vraiment pas respecté non plus. C'est des petites erreurs, mais qu'aujourd'hui, je watch vraiment beaucoup quand je vais plonger avec du monde ou sur le bateau de mon père. Je suis vraiment intense sur la sécurité. Puis finalement, au moment du changement de marée, le bateau commence à caler de plus en plus parce qu'il tire sur le boot. Donc on se dit soit le boot va finir par casser et on va dériver, soit on va juste se retrouver sans nulle part où s'accrocher parce qu'on va être sous l'eau, quoi. Et par chance, peut-être 10 minutes avant que le bateau commence à cabrer, on pogne du signal, juste le signal SOS. On arrive à faire un appel au CROSS, qui est l'équivalent de la garde-côte chez nous, et à signaler l'alerte. Donc là, les gars nous disent « Ok, on va essayer de dépêcher l'hélico » parce que là, même l'hélico, il y en avait pour 50 minutes avant qu'il arrive. On savait que si c'était la vedette des gardes-côtes, ça allait être comme 2-3 heures parce qu'on était loin. Le temps que les gars se préparent, c'est des bénévoles. En tout cas, il y a toujours le temps que la machine s'actionne, quoi. Puis à ce moment-là... toi, t'as pas envie de t'imaginer que tu restes 3 heures de plus tard et que potentiellement la corde casse, puis tout ça. Donc finalement, ça a vraiment bien été. On a eu de la chance. L'hélico a pu venir, nous a retrouvés à peu près 50 minutes après l'appel.
Les gars ont fait une photo du cockpit de l'hélico parce que le pilote était vraiment comme comment c'est possible que les gars se soient mis dans un merdier pareil, tu sais. Puis petit sur-accident, les gars en voyant l'hélico arriver, ils étaient super excités, donc ils se sont pitchés à l'eau pour essayer d'aller sous l'hélico, machin et tout, avec les draps ouverts. Tu vois. Et là, tu sais, je comprends que tu es dans le... Mais en fait, c'est des moments où tu vois aussi que tu peux pas ne pas garder ton sang-froid, puis... Donc finalement, j'ai appris par les familles des gars après qu'il y en avait un qui avait quand même eu un gros choc post-traumatique pendant 6 mois, pas faire de nuit, se réveiller en criant, etc. Là. Puis j'étais comme dans ma tête, je pensais pas que ça pouvait arriver après quelque chose comme ça. Moi, pendant 2-3 nuits, j'ai vraiment mal dormi, puis je l'ai moins bien vécu. Mais après, tu te dis, bah voilà, c'est bon, je reprends le contrôle, puis maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse, puis tout ça. Mais ouais, ça a pas mal changé ma vision de... Juste embarquer, faire confiance, puis me dire c'est les gars qui ont l'expérience, puis il n'y a pas de problème, puis ils savent tout. Puis non, aujourd'hui, je suis un petit peu plus chiant. Ouais. Plus chiant ou plus sécuritaire? Je pense que ça vaut la peine. Hein? Ouais. On l'a dit dans l'épisode avec Hélène, on dirait que c'est pas sexy la sécurité, mais pourtant, c'est tellement grave. Ouais. On est content que tu sois là aujourd'hui pour nous raconter cette histoire-là. Moi aussi. C'est pas les fois où je me suis fait le plus peur. Après, c'est des erreurs... tu démarres le métier, puis tu as envie d'aller chercher l'image la plus incroyable, puis tu es prêt à tout parce que tu te dis que sans ça, tu n'arriveras pas à faire ta carrière et tout. Je pense que les fois où je me suis mis le plus en danger, c'était moi-même et de façon presque consciente que ça pouvait se produire et arriver. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment plus de regrets là-dessus, puis je le vis moins bien en y pensant que l'accident de bateau, en me disant, la maîtrise était était plus partagée, alors qu'aller me mettre tout seul dans de la glace dérivante, tu vois, genre ce genre de truc-là. Aujourd'hui, je repense à ça, puis je suis comme, c'était totalement fou, puis débile, tu sais, genre la plus-value, elle était 0. Aujourd'hui, je suis capable de faire les mêmes images dans des conditions super sécuritaires, tu sais, puis je pense vraiment qu'on est aussi à un moment où, à la course de la plus belle photo sur Instagram, le truc le plus important, le plus, tu sais, qui va le plus émerveiller, etc. Puis des fois, on s'oublie de se dire non, mais ça vaut pas d'aller me tuer, d'aller me noyer, en plus d'avoir une mort pas top, tu vois, parce que quand même, d'être pris sous la glace, ça va remonter, j'imagine que c'est un peu angoissant, tu vois. Moi, je l'ai mal vécu au moment où ça m'est arrivé, mais ouais, c'est là que tu réalises que faut pas être prêt à tout. C'est un moment, ça fait pas de sens, quoi. Mais en même temps, dans ta carrière, il y a quand même le Kruger Effect dont on a parlé là, une couple de fois dernièrement, mais moins tu as de connaissances, plus tu te sens en sécurité. Ouais. Plus tu as de connaissances, moins tu te sens en sécurité. Ouais. C'était un peu ça au niveau maritime pour toi. Tu t'embarques, tu n'as pas tout non plus les connaissances maritimes là, qui sont requises pour piloter un bateau nécessairement. Même chose quand tu dérives dans les glaces. Je voyais dernièrement des gens sur Instagram qui sont en sous-glace avec des scooters. Puis je me dis... Tu sais, on n'est pas dans une cave, on n'a pas de Golden Line, on n'a pas de... Tu sais, on est quand même dans un contexte là, précaire, je vais dire. Puis ma petite sœur, elle me demande, ouais, mais qu'est-ce que tu trouves dangereux là-dedans? Je dis, ben, parce qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, parce qu'ils n'ont pas de ligne, parce que c'est pas dit qu'ils vont retrouver le trou, parce qu'ils peuvent manquer de batterie sur leur scooter, parce qu'ils n'ont pas de technique en cas de perte de bout. Puis là, ils n'ont même pas de bout, tu sais. Mais probablement que ces gens-là, à la limite, se sentent en sécurité parce qu'ils n'ont pas pensé à tout ce qui peut tourner mal. Ah, mais c'est ça le piège. C'est un peu ça en plongée. Ouais. Bah, tu sais, comme là, cette année, on a eu des conditions qui auraient pu ne pas être sécuritaires, mais comme tu dis, avec l'expérience, tu t'en rends compte bien avant que ça arrive. Ouais. Mais c'est toujours des trucs niaiseux auxquels tu n'as pas... Tu sais, c'est rarement... le truc qui te semble le plus dangereux, mais que du coup, tu as full calculé parce que c'est tellement évident que... Mais là, tu vois, on repère la semaine dernière avec mon collègue Rémi, on repère un spot où il n'y a pas trop de glace, il y a juste assez pour que ce soit vraiment safe de le faire, etc. Puis je lui dis, écoute, je vais me laisser quand même une vingtaine de minutes, là, je vais me préparer, je vais y aller en apnée, tu sais, juste en surface, parce que peu importe ce qui se passe, je suis capable de ramper sur la glace, ça peut pas être dangereux, j'ai pas de plomb sur moi, tu sais, je suis en dry, donc vraiment, pour le coup, c'est très sécuritaire dans ce que je fais, hein. Je ne conseille pas à personne d'aller le faire, mais dans ma zone de confort, je suis pleinement dedans. Et à la base, je m'étais dit, là, c'est sécuritaire, je vais prendre mon recycleur, puis je vais plonger tout de suite. Et c'est après, une minute après, que je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée, je vais vraiment pousser la sécurité au max. Et 20 minutes après, la marée change, et la baie se remplit au complet de glace, et toute la glace qui était à l'extérieur de la baie se comprime vraiment énormément. Tu sais, on entend les blocs qui se fracassent les uns contre les autres et tout. Ça aurait fait une surface impossible à remonter. Tu sais, si j'étais parti en recycleur 1 heure, au moment de faire surface,
j'aurais été pris en dessous, puis j'aurais vraiment eu de la misère à passer, voire j'aurais pas réussi à passer. Et c'est là que tu te rends compte que c'est niaiseux, tu sais, genre, c'est juste, on connaissait pas les horaires de marée, le spot, c'est pas un endroit où on vient toutes les semaines, donc on n'a aucune idée de comment la glace a réagi. Donc, tu sais, y aller vraiment juste avec... On va prendre le temps, on va vraiment bien analyser, on va faire ça de façon vraiment comme qui peut paraître trop sécuritaire puis un peu stupide parfois, mais finalement, bien souvent, ça te rend très service. Ouais. Absolument. Ouais. Les prochains gros projets sur lesquels tu travailles, ceux dont tu peux parler, évidemment. Ceux dont je peux parler, j'ai plein de petits projets. Là, cette année, je me suis vraiment découvert encore plus une passion pour... pour moi, mon métier, il fait du sens que si je peux le partager. Aller faire des super belles images pour que personne les voit ou pour que ça passe une fois à la télé. J'adore les projets télé parce que c'est là où tu vas toucher le plus large public, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de rediffusion. Puis le projet ne vit pas beaucoup derrière. Donc là, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles en France. Puis je me suis vraiment découvert une passion pour ça. J'en avais fait un petit peu au Québec. C'était moins facile parce que j'ai moins un ancrage. Au Québec, je me déplace beaucoup partout. Je plonge beaucoup plus partout. En France, j'ai vraiment un ancrage régional. Je plonge beaucoup en eau douce aussi, en Normandie. Et j'ai découvert que ça passionnait énormément les gens parce qu'il y a beaucoup de plongeurs, mais personne plonge. On a les épaves de la Seconde Guerre mondiale à côté. Donc, les gens, ils vont en mer. Personne ne sait ce qui se passe en eau douce chez nous. Et finalement, c'est un peu la même réalité que ce que je m'étais rendu compte il y a une dizaine d'années à Montréal avant, là, que les gens ne connaissent pas. Ils passent sur un pont ou dans un tunnel plusieurs fois par jour, puis ils n'ont aucune idée de toute la vie qu'il y a autour. Donc là, je continue ça. Ça me prend pas mal de temps, puis c'est cool parce que je suis à la maison. Je partage ma passion, puis je vois vraiment des enfants. Il y a des profs aussi qui me font le commentaire, ça c'est ce qui me touche le plus. Qu'il y a des élèves qui sont vraiment en difficulté scolaire, qui n'ont pas... Puis moi, j'étais vraiment comme ça, j'ai redoublé plein de fois, puis j'étais vraiment un cancre à l'école. Puis les profs me disaient, écoute, ça l'a vraiment passionné, puis j'arrive à retourner le chercher sur pas mal de matières parce que ça fait du lien avec des choses que t'expliquais et tout. Puis ça, je trouve ça incroyable, wow. Si ça peut permettre à des enfants, pas d'éviter le décrochage scolaire, parce que je pense pas qu'ils en étaient à ce niveau-là, mais juste de prendre conscience que c'est à cet âge-là que ça peut jouer, puis de donner son meilleur et tout, c'est trop génial. Tu vois, mon métier, il devient encore plus important que ce que je rêvais. Après, on a pas mal de projets avec la mission Milton, ce que je vous parlais tout à l'heure, avec Jimmy, donc, qui a fondé ça au Québec en 2018. Dans le fond, pour faire ça très très vite, si je suis capable. Je sais que je vous vois me regarder. Non, c'est parfait, on a du temps. Dans le fond, c'est une OBNL, en fait, donc c'est juste bénévole. C'est des citoyens qui se regroupent pour retirer des déchets, majoritairement sur le bord de l'eau, des rives, etc. Aujourd'hui, on fait des ramassages un peu partout. Ça arrive qu'on fasse des ramassages derrière un Tim Hortons, pour ne pas les citer, parce que souvent, il y a plein de gobelets, c'est super dégueulasse et tout. Et le but, c'est de ramasser un maximum de déchets pour pas que ça se rende dans l'eau. Et quand j'ai rencontré Jimmy, on donnait des conférences ensemble c'était auprès des organismes de bassin versant, donc plein de scientifiques au Québec qui travaillent pour nos eaux douces. Et j'avais dit à Jimmy, écoute, ça fait aucun sens. Moi, je travaille dans l'eau, je vois des déchets à longueur de journée. Mais je suis avec ma caméra, je suis dans un contexte pro, j'ai pas le temps, mon client, il me paye pas pour que j'aille ramasser les déchets. Donc, je lui ai dit, moi, je veux vraiment te filer un coup de main, peu importe comment, puis qu'on commence à travailler ensemble pour que je te retire des déchets sous l'eau. Puis ça a commencé comme ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, avec mon retour en France, on a créé la mission Milton France, donc une antenne locale. On fait beaucoup de ramassage dans des rivières. On a ramassé... Au Québec, on est rendu à 380 tonnes de déchets, donc ça fait 380 000 kilos de déchets ramassés. C'est complètement fou quand on y pense. Puis le chiffre, moi, qui me tient encore plus à cœur, c'est que ça a été plus de 150 000 bénévoles, je crois, quelque chose comme ça. Ça, je trouve ça incroyable de savoir qu'il y a autant de gens qui ont pris du temps pour se dire « c'est important pour moi, puis je vais aller partager un moment ». Puis moi, pour être très honnête, au début, j'étais comme « ça doit être un peu plate, mais je veux le faire parce que ça me tient à cœur ». Et finalement, aujourd'hui, j'aurais jamais créé la mission Milton en France si je trouvais ça toujours autant plate. J'ai un plaisir à le faire qui est incroyable parce que c'est une chasse au trésor. Tu te demandes toujours qu'est-ce que tu vas trouver après. Puis, tu sais, quand je vois Marie-Pierre de l'aquarium, la dernière fois qu'on a fait un ramassage ensemble au lac Saint-Charles, elle a trouvé un frigo en plein centre-ville dans un petit boisé. Tu sais, puis je suis comme, qui aurait cru qu'on allait trouver ça là, tu sais. Puis il disait que le frigo datait des années 70. Donc, en plus, c'était un truc super cool, en ferraille, vraiment vieux. En tout cas, moi, ça m'éclate. J'adore le feeling de trouver des vieilles affaires. Puis, j'ai l'impression de vivre mon petit moment d'archéologie. Déjà.
Puis en France, c'est cool parce qu'on retrouve vraiment des trucs relativement vieux. Ma plus vieille découverte, c'est une bouteille de bière qui datait de 1700 et quelques. Puis c'était gravé avec des inscriptions de ma ville. Puis les gens ne savaient pas qu'on faisait de la bière ici avant. Donc en plus, il y a vraiment un côté intéressant pour le patrimoine et l'histoire locale. Donc ça, c'est vraiment trippant. Puis avec la mission, on fait plein de petits projets sur le site qui sont moins grand public, mais on essaye d'avoir un impact un peu plus fort. Là, on a le projet de plongée en partenariat avec la meilleure boutique de plongée de Québec, d'aller faire un beau ramassage au lac Saint-Charles avec l'équipe de l'aquarium. Ouais. Et ça nous tient à cœur parce que j'ai la chance de pouvoir faire des plongées là-bas, qui sont des plongées scientifiques pour un organisme qui gère l'eau potable à Québec, puis de pouvoir montrer la vie aquatique, toute la richesse qu'on a en centre-ville. Mais à côté de ça, forcément, tu découvres tout un tas de déchets, puis des vieux déchets. Donc on sait aussi, moi je trouve ça super encourageant parce qu'on retrouve beaucoup de déchets qui datent des années 70. Ça veut dire qu'une fois que tu les as enlevés, il n'y en a plus de déchets, tu sais, genre. Ça veut dire que tu fais vraiment un impact. Souvent les gens me disent, ouais, mais là, tu perds ton temps, l'année prochaine, il y en aura toujours autant de cochonneries là. Mais c'est pas vrai, tu sais, genre, l'impact qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est capable de restaurer des cours d'eau, puis de faire de la continuité écologique sur des choses où réellement, il n'y en aura plus de déchets une fois qu'ils sont retirés. Au lac Saint-Charles, les résidents là, ils sont tous amoureux de leur endroit. Il n'y a plus personne qui jette des déchets là. Genre, ça arrive que tu aies quelqu'un qui perde un papier sur son paddle l'été, mais normalement, au nombre de pratiquants qu'il y a sur le lac, il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser quand il va le trouver. Donc, je pense que la job en ce moment, elle est beaucoup plus importante grâce à ce contexte-là. Puis là, l'idée, c'est d'aller ramasser toutes les cochonneries parce que c'est notre eau potable, c'est ce qu'on boit à Québec. Donc, il y a vraiment un intérêt encore plus de le faire. Puis après, on a des projets. J'ai pas mal d'autres projets de conservation avec l'Aquarium de Québec. Ça, c'est des projets qui sont super trippants. Mais vous les connaissez un peu parce que souvent, vous êtes nos super binômes et capitaines de bateau. Ça, c'est trippant parce que c'est pas aller juste faire de la pub pour l'Aquarium, ce qui serait des mandats. Hein, ça fait partie de mon métier, ça m'arrive, mais j'en ai vraiment moins qu'avant. Aujourd'hui, c'est plus des mandats où l'équipe là, elle s'en va en Gaspésie pour voir si la plongée récréative elle a un impact sur le milieu et si faut modifier les pratiques. Ça veut dire que réellement, on s'en va quelque part pour le bien-être de cet écosystème-là. On s'en va pas là pour juste faire de la promo d'un organisme. Ça, pour moi, ça fait tout son sens. Puis c'est là où ma job, elle est tripante parce que je sais que j'ai un impact positif aussi et que tu vas montrer plein de belles choses. Les capsules qu'on a fait l'été passé ensemble, on a eu des super bons commentaires de gens qui pensaient pas qu'on avait cette richesse-là aquatique au Québec. Donc ça, c'est cool. Après, j'ai des beaux projets sur les épaves de la Seconde Guerre mondiale en septembre, en France aussi. Donc bateau avec fermeture arrière? Exactement. Non, là, normalement, c'est avec le Drasme, donc plus gros bateau. C'est un gros mois de plongée. Puis septembre, normalement, c'est encore des beaux mois. Après, c'est toujours le genre de projet où tu as un mois de tournage, puis tu sais que sur le mois, tu vas avoir au moins une semaine ou une semaine et demie d'annulé à cause de la météo. C'est toujours ça. Mais là, c'est vraiment trippant parce que tu es sur des épaves qui sont remplies d'obus, tu as des canons. On retrouve, comme il y a beaucoup de mouvements d'eau, il y a beaucoup de bancs de sable qui se créent. Donc, tu as des épaves que tu vois plus pendant 10 ans, qui vont se redécouvrir au complet 10 ans après. Mais ça veut dire que tous les petits objets, il en reste énormément. Puis là, on est dans un contexte archéo, donc les archéos les enlèveront certainement, mais habituellement, tu peux juste les observer. Ça nous arrive d'en sortir exceptionnellement quand on sait que l'objet va se perdre. Et donc là, on fait un rapport au Drasme, on leur rend l'objet et au moins, on est sûr qu'ils ne se perdent pas sous un banc de sable. Puis, je dis n'importe quoi, mais tu trouves quelque chose qui identifie un soldat, tu ne veux pas laisser ça là parce que tu sais que ça peut être super cool pour les descendants de cette personne-là de savoir, d'avoir un peu une trace de son histoire. Là. Mais ça, c'est vraiment des beaux mandats parce que c'est vraiment un plongeon dans l'histoire. Puis ça me touche presque plus depuis que je suis franco-canadien, depuis que je m'identifie vraiment comme québécois. Tout le monde le voit, mon super accent. Mais quand tu connais l'histoire, moi, je plonge vraiment beaucoup à Dieppe, en Normandie. C'est à 50 minutes de chez moi. C'est vraiment mon spot de plonger en mer. Puis c'est là où il y a eu le débarquement en 1942, l'opération Jubilé. C'est pas mal la plus grosse défaite militaire de l'histoire canadienne. Puis, souvent, en France, quand on en parle, c'est très négatif. C'est OK, c'était un échec, etc. La réalité historique, elle est vraiment autre. C'est que sans ça, il n'y aurait jamais pu avoir de victoire en 1944, pendant le débarquement de 1944. C'est ce qui a permis de vraiment mieux préparer les choses, puis de tout modifier la logistique, etc.
Et il y avait d'autres petites opérations en même temps. Quand les Canadiens ont débarqué à Dieppe, il y a d'autres petites escouades qui ont débarqué sur les côtés pour aller voler des données aux Allemands, en fait, sur des stations de radio, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a eu des succès malgré tout ce qu'on en dit. Et il y a beaucoup d'épaves de cette journée-là qui sont encore au large de Dieppe. Donc, tu sais que tu plonges sur des bateaux sur lesquels il y a eu les plus de 1000 morts canadiens en une seule journée. En tout cas, moi, ça me tient vraiment à cœur de retourner là-dessus et de le partager ici parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui viennent plonger en Europe. Là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup en Normandie. Les gens, quand ils viennent, ils voient tout le patrimoine terrestre, les musées, etc. Mais voir les photos, puis pouvoir voir ce que ça donne aujourd'hui, même de temps en temps, accompagner des gens qui viennent, qui me disaient hey, « je passe en France, est-ce que tu m'emmènerais plonger » et tout. Je trouve ça incroyable. L'histoire prend un autre sens quand tu t'identifies aussi à cette histoire-là. Absolument. Ouais. Hey, je te ramène à Mission Milton. Ouais. Parce que comment ça se passe avec comme les autorités, les municipalités, je veux dire, quand tu sors là, avec les déchets, ils sont contents parce qu'ici, il y a quand même une certaine forme de comment je pourrais te dire, de gêne, parce que moi, j'ai une communauté super active, puis quand je fais des dépollutions, je rassemble 100 personnes, les gens sont engagés, ils ont le goût d'être là, mais trouver la place où faire les dépollutions, c'est toujours l'enjeu. Fait que là, on avait fait le port de Québec, puis j'avais fait une pub qui disait « Nettoie ton port », mais le port avait pas aimé ça. Je pouvais comprendre, là. Mais comment t'es reçu? Écoute, c'est la meilleure question, puis je pense que c'est ce que les gens réalisent le moins. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut dégager, nous on veut dégager le positif de nos actions, oui. on le médiatise rarement. Mais déjà, tu vois, le terme dépollution, quand on l'utilise, nous, je sais qu'à chaque fois, on est blacklisté par tous les partenaires municipaux, régionaux, etc. Ils veulent pas qu'on dise dépollution parce que sinon, ce serait un aveu de leur part de dire c'était pollué et nous, on n'a rien fait. C'est une association bénévole qui est venue le faire. Donc, tu vois, il y a vraiment une gêne là-dessus. En fait, moi, je suis très team Jimmy, puis c'est vraiment pour ça qu'on collabore, puis que je suis tombé en amour avec la mission. C'est qu'il y a beaucoup d'associations qui le font en France, des ramassages. C'est pas nouveau, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y en a beaucoup où c'est à moitié payant. Tu sais, genre, les gens qui viennent, les organisateurs sont rémunérés pour faire ça, etc. Puis, tu sais, c'est cool. Je comprends que quand tu fais ça l'année, à un moment, t'as pas le choix. Tu sais. On en viendra peut-être là avec la mission Milton, où je me tirerai un salaire de 3 millions par an parce qu'on va ramasser des déchets, mais j'y crois pas trop. Tu sais, c'est pas l'objectif premier de pourquoi on fait ça du tout, là. Mais le truc qui est gênant avec ça, c'est que ils font énormément de papier. Ils passent beaucoup de temps à faire des permis, à faire etc. Et moi, je voulais pas m'engager dans une association où j'allais perdre du temps à faire des CA, à faire ceci, à faire cela. Nous, le but, c'est qu'on soit sur le terrain et qu'on retire des déchets. C'est simple comme ça. C'est genre, tu peux pas devenir membre de la mission Milton, tu peux juste venir faire des ramassages avec nous. Tu peux devenir ambassadeur et faire des ramassages toi-même dans ton coin pour la mission Milton. Mais il n'y a pas de complexité administrative derrière ça. Puis, quand j'ai commencé, c'est le premier truc que Jimmy m'a dit. Il m'a dit, écoute, Manu, pour pas péter ta balloune, quand tu vas arriver en France, là, demande pas d'autorisation. Okay. Va faire tes ramassages. Et surtout, n'essaye pas de faire ça de la bonne façon. J'étais comme, ok, tu sais, genre, c'est un peu stressant, puis je comprends pas trop pourquoi et tout. Et en fait, on a eu l'expérience en 2019. J'ai été invité par la municipalité à côté de chez moi pour faire un ramassage. Et c'est la municipalité qui m'invite. Nous, en fait, c'était pas un ramassage, c'était de venir faire des images de la rivière. Sauf qu'avec mon frère, au bout de 5 heures dans l'eau, on avait sorti 700 kilos de déchets à deux. Alors que moi, je faisais mes photos à côté, donc tu sais, j'ai pas les mains libres ou quoi. Et on avait sorti que des déchets qui nous semblaient cocasses, tu vois, genre donc une petite Formule 1 en voiture téléguidée d'enfants, tu vois, genre un vélo, tous les trucs qu'on trouvait un peu rigolos, on les sortait, mais ça veut dire qu'on sortait pas le tiers des déchets qu'on voyait du tout, quoi. Et on fait le truc avec la ville, ça se passe super bien, on fait une belle expo avec les photos pour montrer qu'il y a une problématique, puis qu'il va falloir changer ça et tout. Et l'organisme, l'OBV, là, l'organisme de bassin versant qui gère le secteur, se retrouve à avoir un dépôt de plainte d'une organisation locale pro-environnementale. Genre. Moi, on me dit rien, j'ai pas l'information et tout. Ils se sont rendus aux tribunaux parce qu'ils se sont fait attaquer par l'association qui a dit c'est vous qui avez la gestion de la rivière, vous auriez dû enlever les déchets, tout ça, vous faites pas la job. Sauf que le contexte, c'est qu'on le sait que les organismes d'État, souvent, ils n'ont pas les moyens de la tâche qu'ils doivent faire. Eux, ils sont 8, ils ont 3 rivières à gérer de plus de 30 km.
clairement, même s'ils y étaient toute la journée et toute l'année, ils ont d'autres missions qui me semblent même plus importantes. Ils font de la continuité écologique, c'est-à-dire qu'ils cassent des barrages pour que les poissons puissent aller frayer plus haut. Tu vois, donc c'est même presque plus important que de retirer les déchets, parce que les déchets, c'est pas ça qui va tuer ton poisson tout de suite. Ce qui va le tuer, c'est qu'il puisse plus se reproduire, puis tout ça, en tout cas. Et donc, on s'est retrouvés à Dijon avec des choses qui nous dépassaient. Là, moi, j'étais comme, comment ça? On est 2 touristes qui retirons des déchets, puis on se retrouve avec des histoires de tribunaux pour les organismes qui gèrent, et puis les biologistes ici, et tout, et tout. Et donc là, je me suis dit, OK, Jimmy, il avait peut-être raison, il faut peut-être pas rien demander à personne, aller faire le ramassage. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une mairie, une municipalité qui prennent en charge les déchets systématiquement après. Donc, ça veut dire que j'allais faire mon ramassage le dimanche ou le samedi, je le médiatisais un peu, il y avait plein de gens qui venaient avec moi, on retirait 800 déchets de cochonneries. On appelait le lundi matin la municipalité en leur disant, il y a 800 kilos de déchets là, bon courage. Grosso modo, c'était ça. Eux, l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils communiquent sur ce qu'on fait, et du coup, ils vont ramasser les déchets. L'année passée, on a eu une belle situation de tout l'inverse dans la municipalité voisine à celle où je ramasse d'habitude, où on a retiré avec 40 personnes, donc ça fait beaucoup de gens qui viennent, des familles, des personnes âgées et tout. On retire 2200 kilos, je crois, donc beaucoup de déchets, des gros blocs, etc. On s'assure toujours de les laisser dans un endroit où ça va être facile pour la mairie de les récupérer. On ne laisse pas ça au fond du boisé où ils ne vont pas pouvoir venir. On le met ça quelque part où ils arrivent avec le camion, ils chargent le camion, ils vont domper ça, puis ça finit là. On n'est pas, le but, c'est pas de les faire chier, là, c'est au contraire. Et le maire nous a fait un dépôt de plainte pour dépôt sauvage de déchets. Et là, tu dis, on a ramassé la merde des autres, on l'a mis à un endroit où c'était facile à ramasser, puis toi, tu portes plainte contre notre action. Et nous, notre seul moyen de défense dans ces cas-là, c'est de dire, écoute, on va faire un bad buzz, parce que là, clairement, je peux pas croire qu'il y ait aucun citoyen qui ont voté pour ce maire-là qui vont pas avoir un peu honte de se dire, mais c'est pas possible que, ils font ça bénévolement, alors que normalement, jusqu'à un certain point, l'État devrait le faire de base. Tu vois, genre, moi, c'est un peu ma conviction de dire, tant qu'il n'y a pas un changement plus haut que ça, notre action, elle est super, elle montre le problème, mais ça fait que le pointer du doigt, tu vois, genre, c'est pas ça qui va enlever toute la pollution dans les rivières en France, quoi. Et finalement, on se retrouve à quasiment se retrouver au tribunal, quoi. Et donc, il a fait un peu marche arrière quand il a vu qu'il y avait une mobilisation sur les réseaux sociaux qui faisait qu'il ne pouvait plus se permettre, tu vois, d'être en désaccord avec nous, parce que tout le monde disait, mais ça fait pas de sens, faut être crétin, on vote pour toi, genre, puis derrière, tu vas porter plainte contre des gens bénévolement qui vont retirer des déchets, ça fait aucun sens, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même fait le pari de faire les choses comme il faut, parce que je vois que dans la métropole où j'habite, à Rouen, là, il y a vraiment une volonté politique. On est bien entouré, mais par contre, là où c'est chiant, c'est que là, tu vois, cette année, on n'a pas encore affiché les dates de ramassage pour 2024. J'ai dû passer une centaine d'heures en réunion, en rencontres, en papier, etc. Tout ce que je voulais éviter, finalement, je me retrouve dedans. Par contre, ça va permettre d'avoir un peu de subvention publique, donc potentiellement d'organiser des plus gros ramassages, d'avoir le matériel pour accueillir les gens. Moi, mon but, c'est aussi d'emmener les gens dans l'eau. Ça, c'est vraiment compliqué, que ce soit en France ou au Québec, parce que les trucs d'assurance, etc. Donc, là, on achète des bottes de pêcheurs, comme ça, les gens, ils sont pas en plongée, ils sont pas en apnée, mais ils sont quand même dans l'eau, ils ont un contact avec le milieu, ça, pour moi, c'est ultra important. Mais du coup, ça a un coût de plus, tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc là, je me retrouve encore à me dire, OK, on va peut-être aller faire des ramassages un peu pirates à l'extérieur de la région pour en faire plus. Mais si on voit qu'il y a vraiment une volonté politique, puis que ça suit, puis que vraiment, là, l'organisme de bassin versant où on est nous aide, vont vraiment faire de la sensibilisation au public avec nous, on va faire des livrets pédagogiques, on est rendu un peu plus gros que notre mission de base, puis je trouve ça super, on fait des conférences pour sensibiliser le public, puis juste présenter avec mon métier aussi, c'est là où en fait, la mission Milton en France, pour moi, c'est un parfait mélange entre la cause de la mission, puis mon métier, et mon implication locale à travers ma job. C'est que là, tu vas expliquer, il y a des déchets, mais tu peux pas juste dire aux gens, c'est dégueulasse, puis c'est de la merde. Parce que les gens, ils vont se dire, OK, c'est sale, ça veut dire pourquoi j'arrêterais de jeter mon papier, Alors que là, tu vas leur dire, je passe ma semaine dans la rivière à voir des anguilles, des truites, puis des espèces magnifiques que toi, tu penses qui n'existent plus depuis 70 ans. Donc, c'est le moment de revenir en arrière sur, on retire les déchets, on vous montre le beau, puis donc là, ça prend vraiment son sens de mixer les deux, puis je me sens assez utile avec ça. Genre, c'est pas des mandats payants parce que c'est bénévole, mais c'est ultra gratifiant. Je trouve que c'est ça qui rend l'intérêt de ce que je fais. Ouais. Puis tu dis, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a réellement sous l'eau. Je me souviens de ton exposition que tu as faite sur le lac Saint-Charles.
on ne sait pas tout ce qui vit dans le lac Saint-Charles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui font du paddle dessus, c'est des gens qui boivent cette eau-là dans la ville de Québec. Mais tous les organismes qu'il y a dedans, on le sait pas. Puis moi, à côté de mon travail, j'avais envoyé une photo en disant que j'étais allé voir. Puis tu sais, il était exposé là. J'étais content de voir ça. Pour vrai, je suis content qu'on puisse savoir ça. Tu sais, nous, en plongée, on le voit tout le temps, plein de choses que les gens ne verront jamais. Puis là, tu rends ça accessible par des expositions, des photos, des images que tu fais comme ça. Ouais. Bah, tu sais, ça fait un peu le lien avec ce que je fais avec mon collègue Rémi, avec le 360. À la base, cette idée-là, moi, je voulais faire du 360 pour ramener des casques VR aux personnes en situation de handicap. Et en fait, moi, j'avais pensé aux enfants, tu sais, ça m'a toujours... Je suis vraiment un peu stressé dans la vie, puis anxieux et tout, puis je pense toujours aux enfants, tu sais, qui sont à l'hôpital, en fin de vie avec un cancer, tu sais, t'as 7 ans, puis tu sais que ta vie, elle va s'arrêter là, puis tu sais, c'est des sujets, genre, moi, qui me touchent énormément, j'en ai pas eu dans mon entourage, mais ça m'a toujours beaucoup, beaucoup marqué. Puis j'ai toujours voulu essayer de contribuer, tu sais, faire quelque chose pour améliorer ça, tu sais, pour comme rendre leur fin de vie plus agréable, puis leur permettre de vivre quelque chose. Puis avec Rémi, on réfléchissait, puis on se disait, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis quand le 360 est arrivé, j'ai vu la possibilité de aller leur faire vivre, tu sais, la plongée, mais tu sais, même aux personnes dans des maisons de retraite, tu sais, c'est poche, mais la madame qui vit à côté de la rivière depuis 50 ans, tu sais, puis c'est toute sa vie, etc., lui faire découvrir le milieu aquatique à un moment où, tu sais, elle s'ennuie, puis elle est dans la maison de retraite, il n'y a pas beaucoup d'activités, puis tu sais, c'est ça, aller lui partager ce moment-là avec elle, là, pour moi, c'est incroyable. Donc ça, on le fait de plus en plus, pas encore assez, tu sais, j'aimerais qu'on arrive à toucher un plus large public, puis à le faire plus souvent. Ça prend du temps, il faut trouver En fait, c'est con, mais il faut trouver des organismes qui ont la volonté. Souvent, c'est nous qui poussons le truc en disant « Non, mais on va venir, c'est gratuit, tu sais, on a les casques, on vient vous faire la présentation. » Puis, tu sais, les gens souvent me disent bah, « Tu dois avoir tellement de demandes que... » Non, c'est l'inverse. C'est nous qui devons pousser pour avoir l'autorisation pour aller le faire. Puis après, je comprends, tu sais, mettre un casque VR à une personne, faut que tu sois sûr qu'elle n'aille pas faire une crise d'épilepsie, que ça ne nuise pas à son état de santé actuel, etc. Mais justement, on a vraiment fait des formats qui font que c'est très grand public. Ça dure 2 minutes 30. Tu n'as pas le temps d'avoir le mal de mer, même si tu n'es pas à l'aise avec les jeux vidéo ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment accessible à tout le monde. Genre. Donc, puis c'est pas la même chose que de voir une vidéo. T'sais. Quand tu es dans du 360, chaque personne doit avoir une expérience différente parce que tu vas regarder à un autre endroit. Comme dans une vraie plongée avec ton binôme, tu sors de l'eau, puis tu es comme, hey, t'as vu quoi toi? Le homard était vraiment gros. Moi, j'ai pas vu de homard, mais j'ai vu 3 phoques, puis toi, tu les as pas vus. Alors qu'on était côte à côte. On avait 50 cm qui nous séparaient. Dans le casque, c'est la même chose. Les gens font le 2 minutes 30, puis à la fin, ils échangent entre eux, puis tu sais, du coup, ça crée des discussions, tu pars ailleurs, puis... en tout cas, ouais, ça c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur, puis je suis vraiment fier qu'on fasse ça aujourd'hui. Ouais, c'est malade. Puis là, je sais, là, ça fait 56 minutes, mais je veux quand même continuer un petit peu parce que tantôt, puis là, je te ramène encore, mais je me souviens de parler avec toi de la fraie des poissons dans les rivières. Puis c'est quelque chose qui m'avait comme marqué parce que c'est, tu sais, on comprend que la pollution nuit. Mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi la pollution nuit. Puis c'est un peu toi qui me l'as enseigné, puis j'aimerais ça que tu en fasses part. Écoute, là, on a beaucoup le sujet cette année. Je me suis un peu obstiné, puis après, je me suis dit, hey, Manu, tu t'obstines peut-être sur un truc où tu n'as pas d'expertise, puis c'est peut-être le temps d'écouter les spécialistes. En France, je travaille avec beaucoup de biologistes, du coup, sur les dépollutions qu'on fait. Et cette année, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, écoute, vous ramassez trop de déchets. Okay. Et le problème de faire ça, c'est que les déchets, c'est un peu comme une roche, quand tu es sur un fond vaseux ou sur un fond sableux, ça peut être un capteur de vie. Donc moi, je suis super d'accord que quand tu es sur une épave de 50 mètres de long, au milieu de 3 km de sable, tous les poissons ils vont venir là, ils vont se cacher, etc. Dans une rivière, pour moi, ça fait un peu moins de sens parce qu'il y a déjà des cailloux naturellement, il y a déjà... normalement, tu n'as pas besoin d'ajouter un pneu ou d'ajouter quelque chose. C'est vrai que quand on en sort, on trouve beaucoup de macro-invertébrés, donc des larves d'insectes, en fait. Il y a beaucoup d'insectes qui pondent dans l'eau. La larve se développe et après ils sortent de l'eau ou c'est des insectes aquatiques, peu importe. Et ça, c'est beaucoup de nourriture pour les poissons aussi. Donc, tu sais, faut pas le sous-estimer. Puis après, c'est juste, on a besoin des insectes, donc c'est cool aussi. Et souvent, quand on fait des ramassages en France, il y a tellement de pollution qu'on ramasse littéralement tout le fond de la rivière. C'est dur à se l'imaginer tant que tu ne l'as pas vu. Puis les biologistes en France ne le comprennent toujours pas parce qu'ils ne mettent pas la tête dans l'eau. Puis ça, c'est un peu un combat de dire... Tu peux pas gérer une rivière sans venir mettre un masque avec moi parce que on parle pas de la même chose. Toi, tu parles de courbes, moi, je te parle de ce que je vois. Donc, on n'a pas la même réalité. De déchets. C'est une rue pavée. Genre, nous, on retire énormément de briques parce qu'il y avait des bâtiments industriels, il y avait des moulins, il y avait des choses comme ça sur le bord de l'eau qui utilisaient la force hydraulique.
Et quand ils ont démoli ça, c'était il y a 200 ans en France, là, les gens ils jetaient leurs poubelles dans la rivière. Donc ils ont juste pitché toutes les briques dans l'eau, et donc tu te retrouves avec un tapis, tu sais, sur plusieurs couches, donc tu as 1 mètre de déchets, tu sais, et en dessous, tu vas te retrouver avec des barils, avec de la peinture, des trucs super toxiques, etc. En soi, la brique qui est là, elle pose pas de problème de pollution, tu sais, elle dégage rien, etc. C'est juste que tu te retrouves avec un pavé, ça veut dire que les poissons, ils ont même plus d'endroit pour creuser dans le sable, faire un trou et pondre leurs œufs. Parce que grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fraie de poisson, ça dépend des espèces, etc. Mais on va parler de la truite, de l'achigan ou quoi que ce soit. Ça va venir faire un petit trou. Souvent, ils vont se mettre derrière une roche, quelque part où il y a un petit peu moins de courant. Ils vont venir pondre leurs œufs là-dedans. Ils vont les surveiller pour les achigans, par exemple. C'est super. C'est pour ça que des fois, je vois des vidéos, les gens... ils rigolent parce que l'achigan, il est un peu agressif. Je me dis toujours, tu sais, ça veut dire que certainement, il est en train de protéger ses œufs, donc tu es quand même en train un peu de le faire chier, genre, jusqu'à un certain point. Donc, tu peux éviter de faire ça, s'il te plaît. Mais on n'en parle pas beaucoup non plus. On n'a pas cette connaissance-là, nécessairement. Accouche, ouais, c'est ça. Puis t'es quand même, c'est rigolo, elle est agressive, elle crie sur moi. Tu sais, genre, non, tu peux te priver de faire ça, je crois. Mais du coup, là, tu vois, on retirait tout. Donc là, c'est de se dire, est-ce qu'à la place de retirer sur 100 mètres, on vient pas retirer sur 10 mètres? On laisse 1 ou 2 ans le temps que ça se régénère, qu'à cet endroit-là, on retrouve un écosystème normal. On fait 10 mètres après, puis qu'on fasse juste des secteurs comme ça. Là, on est en train d'étudier, ça va être quoi l'impact sur le milieu, de travailler comme ça à partir de maintenant. De toute façon, en France, on fait jamais un ramassage sur 1 kilomètre de long sur une rivière parce qu'on passe déjà 3 heures sur 10 mètres, même si on est 40. C'est genre, il y a largement de quoi faire. La pollution, l'impact, les trucs que je vois qui polluent le plus, et que ça, faut vraiment retirer. Et ça aussi, je me bats un peu pour ça. Chez nous, en France, puis on a ça un petit peu au Québec, mais dans des endroits très, très spécifiques. On en parle de temps en temps. Il y a un article sur Radio-Canada qui sort aux 3-4 ans. C'est les problèmes de munitions de guerre. Nous, ici, on les achetait... dans la rivière. Ouais, c'est l'enfer. Je perds tout le temps le nom. Il y a un lac aussi sur le fleuve, tu sais, juste entre Montréal et... Voilà. Dans ce lac-là, il y a une quantité de munitions qui est incroyable aussi. Ouais. Sauf que ça se désagrège avec le temps, puis à la fin, tous les matériaux chimiques qui sont dedans partent dans le courant. Ouais. Donc ça, c'est une pollution que si tu ne retires pas, tu sais, genre, t'as un impact chimique. C'est pas juste un impact de plastique qui va se disséminer, puis tu vas avoir du microplastique dans ton milieu. C'est super poche, mais là, tu peux juste contaminer ton eau potable, tuer toute ta vie, tes poissons, tu vois, genre... Pour moi, c'est encore plus de l'état d'urgence, puis faut gérer ça vite. Et en Normandie, en fait, j'en retrouve beaucoup des munitions de guerre. Là, dans une rivière, il n'y a pas longtemps, on a retrouvé une caisse de balles nazies, tu sais, où en fait, au moment où les Alliés ont débarqué, les nazis ont voulu tous se regrouper plus loin pour reformer une ligne de front. Sauf que sur la débâcle, au moment de repartir, ils ne pouvaient pas tout emmener. Ils n'avaient pas le temps. Ils allaient se faire rattraper. Donc, pour éviter de laisser les balles et que les Alliés puissent les utiliser contre eux, ils faisaient juste tout jeter dans les rivières. Donc, on retrouve des caisses, tu sais, genre au complet, mais dans des états... tu sais, j'ai des munitions énormes, en super bon état, etc. Ça veut dire qu'à un moment, ça va finir par se percer, puis ça va finir par tout contaminer. Puis là, il y a un enjeu de sécurité aussi. En fait, moi, quand je les trouve, c'est parce que je fais des repérages avant les ramassages, parce que tu veux pas envoyer Janine, 85 ans, dans la rivière avec son waders, tu sais, qui va marcher sur l'obus, puis tu sais, ça ferait un peu de désordre, tu sais, genre, c'est quand même pas tant cool. Donc, j'essaye toujours d'aller repérer avant de venir. Des fois, on a des gens aussi qui viennent à nos ramassages avec des aimants pour faire de la pêche à l'aimant. Ça, si ça tape sur un obus, c'est pas nécessairement gagnant. Donc, tu veux le savoir avant, puis t'appelles les démineurs. Ouais. Mais on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une grosse pollution chimique. Il y a beaucoup d'études en France qui prouvent que ça a causé des maladies très ciblées dans des territoires où il y en a plus. Dans le nord de la France, il y a a priori beaucoup d'impact sur la santé humaine. Donc, ouais. Fait que prochain projet, on s'en va enlever les balles dans Normandie. Ouais, OK. En fait, il y a un projet qu'il faut vraiment que vous veniez. On a le projet avec la mission Milton, puis c'est un peu une exclue. On voudrait aller ramasser tous les filets et casiers fantômes sur les épaves de la Seconde Guerre mondiale au large de Dieppe, qui piègent énormément de poissons encore aujourd'hui, mais surtout qui dégradent prématurément l'état des épaves. Et c'est du patrimoine archéologique, c'est du patrimoine humain, c'est de l'histoire, etc. Comme on disait, on arrive encore aujourd'hui à retrouver beaucoup de données sur ces épaves-là qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc ce serait vraiment poche que ça se magane parce qu'il y a des filets fantômes là-dessus. Ça peut être dangereux aussi pour les plongeurs, mais c'est surtout que ça piège à chaque fois que j'y vais. On voit des centaines de homards, des crabes, des poissons, etc.
pour rien. Il n'y a personne qui ira manger ça là. C'est au fond de l'eau. Mhm. Personne ne pourra jamais le ressortir. Donc là, on a l'idée d'aller retirer tout ça. Donc vous êtes les bienvenus. On va avoir besoin de votre signe nous, Zodiac. C'est une petite transatlantique. Mais Manu, je pense qu'on aurait pu continuer encore pendant 5 heures. Ben ouais. Mais on a décidé de faire des épisodes d'1 heure parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça s'écoute bien. Je te remercie infiniment. Puis honnêtement, à ton prochain passage, ça serait vraiment le fun de se faire une prise 2. Absolument. Ouais. Parce Pour que vrai, c'est une j'ai encore- invitation. Là. Il y a encore beaucoup de questions. Ben oui, puis tu parles beaucoup, puis pour vrai, c'est tant mieux. Tu sais, tantôt, tu t'excusais, mais au contraire, là, je veux dire, on est là pour t'entendre toi. Fait que Ouais. pour vrai, on aurait bien le temps de Ben t'entendre. là, ça va, il n'y a personne, il y a un timer. C'est plus dans une conférence où les gens attendent après, puis comme OK, il va mettre tout le monde en retard, ou t'es en direct à la télé, puis personne peut te dire de juste la fermer. C'est comme plus touché. Merci infiniment de ton Merci à partage. vous, c'est Merci, trop chouette. Manu. Merci beaucoup.